Un étudiant en pharmacie prometteur, venu voir un ami pour son anniversaire, a été abattu. Et maintenant, nous savons que le présumé meurtrier a été arrêté et qu'il a un lien choquant avec la jeune femme qui a perdu la vie. Ce que nous savons de ce que la police dit s'est passé à l'intérieur d'une maison. Un mercredi soir qui a tourné au drame. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Nous enquêtons sur un meurtre à Milwaukee. Une fusillade entre deux amis le jour de l'anniversaire du suspect. Voici Ariel Spillner, âgée de 26 ans. Ses amis se souviennent d'elle comme d'une âme rayonnante qui a quitté ce monde bien trop tôt. Elle étudiait la pharmacie à l'université Concordia, Wisconsin, était ceinture noire 3e dan et jouait au basket universitaire. Elle a obtenu son diplôme de premier cycle en chimie et elle était en voie d'obtenir son master. Sa famille t'a dit qu'il lui restait 1 an d'études. Née et élevée dans le Wisconsin, elle aimait les Packers, la chasse, la pêche et sa famille. Elle se disait elle-même une adulte fan de Disney et rêvait de déménager en Floride une fois ses études terminées. Son TikTok la montre comme une personne joyeuse avec ses amis. Maintenant, de nouvelles informations émergent sur la façon dont cette jeune femme brillante a perdu la vie. Quand l'affaire a éclaté la semaine dernière, la police a donné peu de détails, mis à part que Spillner a perdu la vie. Elles ont été abattues et tuées à l'intérieur d'une maison à l'angle de la 39e rue et de Lancaster, à Milwaukee. Un proche de Spillner a déclaré à WISN Télévision que Spillner s'était rendu chez une amie dans la nuit du 4 novembre. Il était environ 8 heures ce soir-là, et Spillner avait parlé avec sa sœur au téléphone avant de partir. Sa sœur a déclaré à la chaîne de télévision « Avant de raccrocher, elles se sont dit, comme toujours, je t'aime ». Maintenant, Ariel se rendait chez une amie pour fêter l'anniversaire de cette amie. Mais sa sœur a précisé à la chaîne que, vu l'examen important d'Ariel plus tard dans la semaine, elle ne pensait pas qu'Ariel rentrerait si tard. Mais c'est à 21h43 qu'Ariel a été abattu et tué selon la police. Son présumé meurtrier a aussi été blessé par balle, ajoutant un rebondissement selon la police. Nous avons de nouvelles informations qui viennent d'être publiées et qui exposent ce que les enquêteurs disent s'être passé cette nuit-là dans cette maison de la 39e rue Nord. Voici le visage de la présumée meurtrière, Jamika Simone Mills, 32 ans. Et si sa photo d'identité judiciaire vous semble familière par rapport au début de cet épisode, c'est parce qu'elle est l'amie qui apparaît dans plusieurs vidéos TikTok avec Ariel. En voici une autre où elles s'amusent toutes les deux avec des perruques. Elles semblent proches. Et elle a dit à la police qu'Ariel et elle étaient amies depuis environ 1 an. Il semble que la nuit du 4 novembre était l'anniversaire de Mills. Nous avons trouvé sa page Facebook où, vers 9h, elle était en direct plus de 11 minutes à écouter de la musique gospel. Quelques heures plus tard, tout avait changé. Mills était arrêté pour le meurtre de son ami. Selon la plainte pénale, Mills a d'abord déclaré à la police à leur arrivée qu'elle ne se souvenait pas des faits. Elle a dit se souvenir du salon, puis s'être réveillée à l'hôpital sans savoir ce qui s'était passé entre-temps. Elle a aussi d'abord dit à la police qu'elle pensait que Spillner lui avait tiré dessus. La police dit que Mills s'est accidentellement tiré une balle dans le ventre. Maintenant, la police interroge Mills à l'hôpital et selon cette plainte pénale, Mills aurait déclaré qu'elle et Spillner avaient fumé de l'herbe cette nuit-là et qu'elle était devenue paranoïaque. Spillner était censé couper les poils de son chien avec des ciseaux et c'est à ce moment-là que la police affirme que Mills a dit être devenu paranoïaque. Alors Mills serait allé dans sa chambre chercher son arme. Quand elle est revenue dans le salon où était Ariel, elle a dit qu'Ariel a fait un geste, et c'est alors qu'elle aurait tiré le coup de feu fatal. Elle a affirmé que Spillner n'avait jamais menacé avec des ciseaux et admis ne jamais en avoir vu. Tout cela selon la police. La belle-sœur de Mills a déclaré aux policiers qu'elle était dans l'autre pièce. Et puis elle a entendu quelque chose comme « Salope, tu délires ». Et c'est juste avant que le coup de feu ne soit tiré. Mills a dit à la police qu'elle et Spillner parlèrent de leurs anciennes relations avant que les coups de feu ne soient tirés. Maintenant, Mills avait elle-même une blessure par balle. Et encore une fois, c'est parce qu'elle s'est accidentellement tirée dessus dans le ventre, selon la police. La police l'a décrit comme combative sur place et à l'hôpital. Mills a déclaré qu'elle était amie avec Spillner depuis 1 an, mais elle est maintenant accusée de son meurtre. Mills est accusée d'homicide imprudent au premier degré, passible de jusqu'à 60 ans de prison. Elle risque aussi une peine aggravée pour usage d'une arme dangereuse, pouvant ajouter 5 ans et porter la peine à 65 ans de prison. D'après les registres judiciaires, Mills est détenu sous caution de 150 000 $ et un avocat commis d'office. Rejoignez-nous maintenant pour parler un peu plus de cette affaire avec l'avocat Joe Tamburino. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law & Crime.
La perte d'Ariel Spillner, étudiante en pharmacie apparemment tuée par son ami, est une affaire très triste ici. Ou du moins, d'après ce qu'elle aurait déclaré à la police, les deux auraient consommé du cannabis. Elle serait devenue paranoïaque et c'est la raison pour laquelle elle a tiré le coup de feu qui a tué cette jeune femme. Que pensez-vous de cette défense? Eh bien, c'est une défense terrible parce qu'au Wisconsin, comme dans la plupart des États, il n'existe pas de défense du type «j'étais trop défoncé, j'étais trop ivre, donc je ne suis pas responsable de mes actes». La seule fois où cela peut vraiment servir de défense, c'est en cas d'intoxication involontaire, ce qui n'arrive pratiquement jamais. C'est si quelqu'un, en gros, vous a attaché et vous a administré des hallucinogènes, ou d'une manière ou d'une autre, vous a forcé à consommer des drogues ou de l'alcool. Ça n'arrive tout simplement jamais. Dans ce cas, et clairement, je veux dire, le meurtre est une accusation bien plus grave, vous savez, à porter dans cette situation. Mais au Wisconsin, fumer de l'herbe à des fins récréatives est illégal, alors qu'en Illinois, on peut l'acheter. Est-ce que cela nuit aussi à toute forme de défense, si elle essaie même d'obtenir la sympathie du jury, en disant «Oh mon Dieu, je ne savais pas que j'allais agir ainsi si je consommais cette marijuana». Je ne pense pas, seulement parce que peu importe si la marijuana est illégale dans un État, les temps ont tellement changé. J'ai débuté en 1989 et l'opinion sur les consommateurs de marijuana, alors et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Donc, peu importe que ce soit légal ou non dans votre État en particulier, et selon la loi fédérale, c'est toujours illégal. L'usage de la marijuana est tellement courant aujourd'hui. Oui, et le fait est que, d'après ce que je lis dans la plainte pénale, l'histoire en est finalement arrivée au point où elle a consommé de la marijuana. Ils l'ont fait, puis elle est devenue paranoïaque. Elle va chercher l'arme, puis il y a un certain mouvement de la main, et elle tire avec l'arme qui tue Ariel Spillner. Qu'est-ce que tu penses, pétitance du fait que ce n'était pas la réponse donnée tout de suite? Je veux dire, est-ce que ça affaiblit un argument si tu cherches la sympathie d'un jury, sachant que tu ne peux pas dire que l'herbe t'a poussé à agir, ce qui n'est déjà pas un bon argument. Même le fait que ce n'était pas la première version donnée à la police. N'est-ce pas? Donc, Chris, tu veux dire ceci. Si tu vas faire une déclaration quand tu es arrêté et que tu ne demandes pas d'avocat, tu sais ce qui est toujours une très mauvaise idée. Mais si tu décides de le faire, tu dois t'assurer que ton histoire est cohérente, et la sienne ne l'est pas. Parce qu'une des façons dont la crédibilité de quelqu'un est attaquée, c'est quand on les confronte à des déclarations incohérentes, quand leurs histoires changent. C'est vraiment terrible pour la crédibilité de quelqu'un. Eh bien, et avec ça aussi, j'imagine que la plupart des gens dans le Wisconsin ne savent pas que ce n'est pas une excuse ou que ce n'est pas une défense qui fonctionnerait de dire que j'ai consommé de la marijuana, je suis devenu paranoïaque. Que ce n'est tout simplement pas une défense qui fonctionnerait devant un tribunal pénal. Ce n'est pas le cas. Et je pense que la plupart des gens avec du bon sens sauraient que si je consomme volontairement une substance contrôlée ou de l'alcool, je n'aurai pas de défense. Pensez-y de cette façon. Si consommer volontairement alcool ou drogue était une défense, comment condamner quelqu'un pour conduite en état d'ivresse? Ce serait impossible. Vous diriez simplement « Oh, monsieur l'agent, j'étais ivre, je ne savais pas ce que je faisais. » Donc, bien sûr, la loi ne permet pas cela. Je pense qu'un juré de bon sens saura qu'il s'agisse d'alcool ou de cannabis, si vous en avez consommé volontairement, vous n'aurez pas de défense. Et puis, aussi en regardant simplement cette situation et comment elle s'est déroulée, où je crois que c'est la belle-sœur de Mills qui était dans l'autre pièce. Et elle entend une citation qui a été reprise dans la plainte pénale. Salope, je ne peux pas dire le mot ici, mais salope, tu délires. Et puis, on entend les coups de feu prétendument à l'intérieur de la maison qui ont coûté la vie à cette jeune femme. Si cela était présenté au procès et qu'un témoin affirmait l'avoir entendu, quelles seraient les conséquences pour cette affaire? Assez mauvais pour la défense parce que, voyez les choses ainsi, il y a beaucoup de facteurs ici. Prétendument, cela soutiendrait même la préméditation et l'intention pure. Quels sont-ils? Supposément, Madame Simone a quitté les lieux, est allée chercher l'arme, une arme pour laquelle elle avait un bon de commande. Il semble qu'elle l'ait achetée récemment. Et ensuite, elle est revenue vers Madame Spillner, lui a dit quelque chose de désobligeant, puis lui a tiré dessus. Je veux dire, tout cela montre beaucoup d'intention si l'État parvient à le prouver lors du procès. Donc oui, ce sont des faits horribles.
Je me demande, y a-t-il quelque chose quand tu regardes ça car tu passes en revue, quoi? En lisant simplement cette plainte pénale et l'histoire de l'arrivée de la police sur les lieux, tu as ce suspect qui, tu sais, passe de «Ah, je ne savais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu connaissance» à «on a pris de la marijuana, tu sais, on a fumé un peu d'herbe, et puis j'ai fini par devenir paranoïaque. Je suis allé chercher l'arme. Tu sais, la belle-sœur dit salope, tu délires. Et soudain, un coup de feu retentit. Un avocat de la défense a-t-il un élément sur lequel s'appuyer à ce stade? C'est difficile à voir. J'imagine que si ça va au procès, la défense demandera probablement une qualification moindre. En ce moment, elle est inculpée d'un crime de classe B, ce qui peut aller jusqu'à 60 ans. Donc peut-être que la défense, lors du procès, essaierait d'obtenir quelque chose comme un crime de classe C ou D, juste pour atténuer la peine. Mais ce qu'elle a aussi, c'est essentiellement quelque chose qu'on appelle un facteur aggravant, quelque chose qui s'ajoute aux accusations criminelles. Qu'est-ce que c'est? Dans le Wisconsin, ici, c'est l'usage d'une arme à feu. Cela signifie, comme clairement indiqué dans la plainte, cela signifie que si le prévenu est reconnu coupable, il écopera de 5 ans, soit 60 mois, en plus de sa peine habituelle. Donc vous savez, mademoiselle Simone risque en fait de passer le reste de sa vie en prison. Pourquoi serait-ce un crime de classe A? Dans ce cas, elle quitte la pièce pour aller chercher l'arme, soi-disant. Et puis apparemment, vous savez, il y a eu quelque chose qui l'a amenée jusqu'au moment où elle a dit qu'elle était en plein délire. Et là, des coups de feu éclatent. Que faudrait-il pour que ce soit plus grave que les accusations déjà portées contre elle? Un crime prémédité, mais c'est parfois très difficile à prouver. Vous savez, je veux dire, je suis sûr que ce que le procureur, le ministère public, a pensé dans cette affaire, c'est qu'ils avaient un dossier plutôt solide, au moins sur les faits allégués. Pour un crime de classe B, et c'est déjà jusqu'à 60 ans. Donc, peut-être qu'ils ont pensé qu'au lieu de viser le crime de classe A, ils allaient simplement s'en tenir à ce qu'ils avaient. Pour l'avocat de la défense qui arrive, comment aborde-t-on cette affaire? Je veux dire, je suis sûr que si vous savez, vous avez cette cliente et je sais qu'elle va être représentée par un avocat commis d'office. Vous lisez cette plainte pénale, en supposant que tout cela s'est produit après lecture de ses droits à Miranda. Comment abordez-vous cette affaire et que pouvez-vous faire pour aider votre cliente? L'une des choses que vous devez faire, c'est passer en revue l'historique de votre cliente. Peut-être que votre cliente a eu des problèmes de santé mentale ou a même été hospitalisée pour cela. Peut-être qu'elle a déjà connu d'autres situations où il y a eu des crises de santé mentale ou un certain type de maladie mentale. Vous passez en revue tout cela et examinez aussi les antécédents chimiques de votre cliente. Dans ce cas qu'ils ont sûrement prélevé du sang sur la prévenue, c'est fréquent. Vous pourriez ainsi voir les résultats de ces analyses. Vous essayez de faire tout cela pour voir s'il y a un moyen d'atténuer les conséquences pour votre cliente et peut-être faire réduire les charges, trouver un accord. Et encore une fois, cela part du principe que tout ce qui est indiqué dans la plainte est factuellement exact. Maintenant, nous n'en saurons pas beaucoup plus sur cette affaire tant qu'elle ne sera pas littéralement jugée. Parce que d'ici à l'audience de cause probable, même la défense ne sait pas ce qui se passe à part ce qui est indiqué dans la plainte. Vous n'avez pas accès au rapport de police ou à ces documents. Dans une affaire comme celle-ci, où il semble qu'elle était consciente de ce qu'elle a fait, du moins d'après la plainte pénale, si elle a eu des problèmes de santé mentale dans le passé, comment cela pourrait-il entrer en jeu pour l'aider, en supposant qu'elle ne puisse pas atteindre le seuil de la plaidoirie pour folie? Vous soulevez un bon point sur le moment où elle a réalisé ce qu'elle avait fait. Voyez-le ainsi. Que se serait-il passé si elle avait dit ne pas se souvenir de ce qui s'est passé et qu'ils étaient restés sur cette version? Eh bien, cela aurait été bien mieux pour sa défense, car cela appuierait ou soutiendrait un argument selon lequel elle souffrait d'une maladie ou d'un trouble mental qui l'empêchait de comprendre ce qu'elle avait fait. Mais ce n'était pas le cas ici. Si ce que dit la plainte est exact, vous savez, elle commence par dire « je ne me souviens pas », puis clairement, peu de temps après, elle dit qu'elle s'en souvient. Mais, vous savez, elle était paranoïaque, mais elle sait qu'une arme à feu peut évidemment blesser quelqu'un. Donc elle est complètement incohérente à ce sujet. Oui, hein, et l'autre chose aussi, c'est que je crois qu'Ariel allait aller chez elle pour l'aider à toiletter son chien. Il y avait aussi une histoire de ciseaux, ce qui l'a apparemment rendu paranoïaque. Mais il est aussi spécifiquement noté par la police qu'il n'y avait aucun ciseau en vue et qu'aucune menace n'a jamais été faite à propos de ciseaux. Comment ce genre de choses s'intègre-t-il dans l'histoire que la police raconte?
C'est très mauvais pour la défense parce que vous savez, quand on évoque la situation où la prétendue victime aurait eu une sorte d'arme, on pourrait se demander est-ce que l'accusé invoque une forme de légitime défense? Mais je pense que ce sera difficile ici, car comme vous l'avez dit, la police n'a trouvé aucune paire de ciseaux. Il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser que peut-être, après que Mme Spilner ait été abattue, il y a eu encore une fois, simplement, d'après les faits exposés dans la plainte, une sorte de dissimulation. Je veux dire, regardez toutes ces choses bizarres. Vous avez la prévenue elle-même qui se tire dessus, accidentellement ou non, dans l'abdomen. Ensuite, elle retire ses vêtements après le tir. Elle ajoute Madame Spilner, la prétendue victime, avait une paire de ciseaux, mais ils n'ont jamais été retrouvés. Donc, vous savez, on pourrait imaginer comment ce tir a pu avoir lieu. Évidemment, Madame Spilner est morte. Et puis, peut-être que la prévenue essaie de créer une sorte de défense, que ce soit la légitime défense, la santé mentale, enlever ses vêtements pour se débarrasser de preuves, peu importe ce que c'est. Donc, vous savez, il y a tellement de choses bizarres. Eh bien, et elle se serait tirée dessus accidentellement dans le ventre après cela. Qui détermine à l'hôpital si un suspect était médicalement apte à communiquer avec la police au sujet de ce qui s'est passé. Elle va à l'hôpital pour une blessure par balle, ce qui est grave, mais pas au point qu'elle ne puisse pas être placée dans. Vous savez, elle est en prison en ce moment. Mais qui prend cette décision? Eh bien, cela dépend de la situation médicale et cela va dépendre de chaque cas et de chaque hôpital. J'imagine qu'il y a certains hôpitaux qui ont des politiques, je n'en connais aucun. En général, si la personne est médicalement stable, la police peut entrer et l'interroger. Et ensuite, c'est à la personne de dire si elle veut parler ou non. L'un des éléments que son avocat de la défense pourrait examiner est de savoir si l'hôpital lui a administré un quelconque médicament qui aurait pu affecter sa capacité de compréhension. Par exemple, disons que vous avez quelqu'un qui est sous l'influence d'un puissant antidouleur ou d'un médicament pour endormir une personne, comme le propofol, quelque chose comme ça. Cela pourrait-il affecter votre capacité à décider si vous devez parler? J'imagine que tous ces aspects seront examinés. Dans la plainte pénale, Mills, la suspecte, déclare qu'elle et Spilner consommaient tous les deux cette marijuana. Je suis certain que des tests toxicologiques seront faits sur la victime et la suspecte. Cela pourrait-il ouvrir la porte à la défense pour avancer un argument d'involontarité? Ou c'est Spilner qui aurait apporté la marijuana à la maison, puis elle consomme la marijuana? D'une certaine façon, on peut attribuer la responsabilité à quelqu'un qui n'est pas présent pour confirmer ou infirmer. Cela ne va pas aider la défense à ce sujet. Parce que la seule fois où une personne qui fournit des substances contrôlées à quelqu'un d'autre aurait vraiment de sérieux ennuis, c'est lorsque la personne qui consomme la substance meurt. Ou est d'une certaine manière gravement blessée, quelque chose comme ça. Et ce n'est pas le cas ici. Et puis, je pense à la relation entre le suspect et la victime. Et d'après ce que nous pouvons dire, c'était une amitié. Ils étaient apparemment chez Mill parce que c'était l'anniversaire de Mill. Ce n'était pas une relation conflictuelle comme dans un cas de violence domestique qui mène ensuite au meurtre de quelqu'un. Pour la défense, est-ce que cela pourrait jouer un rôle pour atténuer la gravité des faits, si cela finit par aller en procès, ou selon la façon dont cela se déroule? Peut-être que c'était délibéré, soi-disant, dans le sens où elle dit qu'elle était paranoïaque et qu'elle a tiré avec cette arme. Mais en général, quand on regarde cette relation, ce n'était pas l'une de celles qui sont toxiques et qui soudainement atteignent un point critique où quelqu'un meurt. Oui, cela pourrait aider la défense. La dernière chose que tu as dite, à savoir que ce n'est pas une relation où il y avait de l'animosité entre eux, ils étaient amis. Pourquoi l'accusée voudrait-elle ou aurait-elle l'intention de tuer son ami? Et la seule façon d'expliquer cela, c'est qu'elle souffrait d'une sorte de maladie mentale ou de trouble, quelque chose qui l'a poussée à faire quelque chose qu'elle n'aurait pas fait autrement. C'est juste, comme nous en parlions, une affaire difficile pour la défense et les avocats commis d'office présents. Je sais qu'elle a une audience préliminaire lundi prochain. Je veux dire, combien de temps après cette audience la discussion pourrait-elle commencer sur à quoi pourrait ressembler un accord de plaidoyer?
Eh bien, les accords de plaidoyer peuvent intervenir à tout moment, vraiment à tout moment. Je veux dire, ils peuvent arriver, vous savez, dès qu'une plainte est déposée. Et vous savez, le prévenu dit à son avocat, écoutez, j'ai vu la plainte, je l'ai lue. J'aimerais vraiment que vous commenciez à discuter avec le procureur pour voir ce qu'on pourrait négocier. Donc, qui sait? Ce sont des conversations entre l'avocat et son client, puis entre avocats. Oui, et nous verrons comment cette affaire évolue. Évidemment, cela semble être une affaire solide pour les procureurs à ce stade. C'est triste de constater cette perte. Joe Tamburino, avocat, merci d'être venu sur Law et Crime. Merci. C'était On the Case par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.